en fait de côté. Tu vois, l'Italie en fait se sont dit bon bah on va mettre ça de côté. Est-ce que c'est la bonne chose à faire de complètement bloquer, etc. Enfin, tu mets un VPN. Mais mon objectif c'est que on fasse un maximum de fric, que mon objectif c'est on protège l'environnement ou que mon objectif c'est on soit tous égaux. Un mec qui aura les curseurs du monde et qui aura les gens qui vont faire en fonction. Et voilà, et tu suis. Et ça j'avais essayé sur ChatGPT, j'ai pas essayé sur AutoGPT de lui dire estime-moi en fait la confiance de tes réponses. Et en fait il me disait bah, je ne peux pas faire ça. Alors bonjour à tous pour ce deuxième épisode de Almost Human, le podcast qui va parler de l'IA et de tous ses applicatifs dans le monde concret et digital. Je m'appelle Jean-Baptiste Roger, j'ai rassemblé une communauté sur l'IA de 20 000 personnes en 3 mois et je me suis tâté un problème qui était beaucoup plus grand que le mien et donc aujourd'hui je voudrais inviter des invités sur Almost Human pour qu'ils me parlent en tant que consultant, chercheur, entrepreneur ou même des entreprises qui travaillent sur et avec l'IA, tous les applicatifs pour qu'on puisse tous en bénéficier de la meilleure des manières. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Nicolas Spatola pour le deuxième épisode de Almost Human. Bonjour Nicolas, comment tu vas ? Bonjour Jean-Baptiste, très bien et merci de l'invitation. Du coup. Avec plaisir. Alors Nicolas a un parcours un petit peu plus, scientifique que les autres invités entrepreneurs et entreprises qui vont pouvoir venir sur l'épisode, sur le podcast. Et cet épisode-là, je voudrais qu'il soit un petit peu plus, évasif et sur qu'est-ce que l'IA de manière plus générale et qu'est-ce qu'un modèle de langage, c'est quoi la différence entre ChatGPT et GPT-3, les concurrents, où est-ce qu'on en est en Europe et le genre de choses un petit peu plus sur le sujet général de l'IA plutôt que de l'applicatif. Ouais, c'est un très très bon sujet, surtout qu'en fait c'est extrêmement d'actualité. Et il y a pas mal de choses qui sont dites, il y a pas mal de choses qui sont réfléchies, en fait pensées. Mais il y a peut-être en fait une réflexion plus fondamentale à avoir sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente par rapport à nous en tant que société humaine. Et ça, c'est peut-être fondamental en fait à comprendre. Déjà, le point de base, c'est que c'est de penser qu'est-ce que c'est un modèle de langage et comment là, dans ce cas-là, en fait, il est utilisé. Donc, un modèle de langage, c'est un modèle qui est entraîné sur tout un tas de données. Donc, par exemple, GPT, c'est jusqu'à des données de 2021 sur tout ce que l'humanité a pu produire et qu'on a pu retranscrire en fait sous forme de langage. Sous forme textuelle. Alors, en anglais, vous verrez souvent le terme avec LLM, Large Language Model. Voilà, et c'est bien ça la différence entre GPT, qui est un modèle, et ne pas confondre avec ChatGPT, qui lui est juste une boîte d'interface dans laquelle il y a un modèle. En fait, c'est l'application. En gros, on demande au modèle de langage de jouer un chatbot. Et du coup, en fait, ChatGPT, c'est ça. En fait, c'est un modèle de langage qui simule un chatbot. Mais c'est pas un chatbot à proprement parler, en fait. Et c'est un truc assez intéressant. En fait, il y a pas mal de gens qui se sont intéressés à qu'est-ce qu'il y avait avant qu'on commence à discuter avec ChatGPT ou Bing ou peu importe le chatbot qu'on utilise. En fait, de se dire qu'est-ce qu'il y a avant le premier prompt. En fait, qu'est-ce qui prompte le prompt. Et du coup, c'est assez intéressant. En fait, il y a pas mal de discussions sur ce sujet. En fait, d'aller chercher en fait ce qu'il y a avant. Et c'est ça en fait qui va cadrer le modèle de langage pour lui dire voilà, c'est comme ça que tu vas te comporter, c'est comme ça que tu vas simuler un chatbot. Oui, c'est ça, les biais, la manière de choisir quelles informations vont entraîner l'IA et les pré-prompts, comme on voit déjà beaucoup, par exemple. Je me souviens sur Twitter, il y avait des gens qui avaient réussi à demander à ChatGPT quels sont ses pré-prompts, où il dit qu'il n'a pas le droit de parler de tel sujet, pas le droit de faire telle chose, etc. Sur Bing, c'est ça, en fait. Comme il utilise GPT-4, il a une possibilité en fait, d'avoir un énorme prompt, et donc il a cet énorme prompt qui, je ne sais plus quelle taille il fait, mais c'est absolument gigantesque en termes de tokens, par rapport à ce que tu peux trouver sur ChatGPT, qui lui, en fait, en 3 lignes, c'est fini. Il a son truc qui est, tu es un agent conversationnel, blablabla, en fait, tu as des données qui vont jusqu'à 2021, et tu es un chatbot, donc tu dois interagir avec la personne. En gros, tu vois, en gros, c'est ça. Et en comparaison, Bing, en fait, il avait un énorme texte où on lui disait, tu es Sydney. On lui disait pas tu es Sydney, on disait Sydney et ta. On lui décrivait en fait ce que Sydney, la manière dont se comportait Sydney. On lui donnait un exemple
d'interaction réussie. En fait, what good looks like, en fait, on lui montrait un bon exemple. Exactement, on lui montrait ce bon exemple et ensuite, il y a un truc très rigolo, en fait, dans ce bon exemple, il y avait des smileys à la fin des phrases. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que Bing utilise des smileys en permanence. C'est ça, ouais. Et du coup, en fait, comme on lui a dit, ça, c'est un truc réussi, voilà, en fait, à quoi ça ressemble un truc réussi. Trop drôle. Et donc ça, c'est le prompt. C'est pas, pré-prompt. Il y a Monsieur Phi en fait qui en a parlé de ça sur sa chaîne YouTube. En fait, il disait pré-prompt, c'est peut-être pas le bon terme. En fait, c'est un prompt cadre. Du coup, c'est pas. Prompt initial. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, il est pas, il s'ajoute. Enfin, les prompts qu'on va faire ensuite s'ajoutent à ça. En fait, se rentrent dans ce cadre. C'est pas comme un enchaînement. Enfin, il y a quelque chose d'hiérarchique en fait. Parce qu'il y a des plugins qui font vraiment des pré-prompts en fait. Quand on dit je veux parler avec je sais pas, un marketeur, en fait, il va y avoir des pré-prompts qui vont se faire et ensuite ils vont vous dire ça y est, vous pouvez démarrer parce qu'ils auront mis des pré-prompts. Mais ouais, d'accord. C'est plutôt un prompt qui va poser les bases plutôt qu'un prompt de comment doit se comporter l'agent. Et tu as deux formats différents. En fait, tu as celui de ChatGPT qui, en fait, ce cadre-là, il est minimal parce qu'il y a eu un entraînement par renforcement sur qu'est-ce que le chat pouvait ou ne pouvait pas dire. Donc, en fait, on l'a dressé à dire ça, c'est quelque chose de bien, donc tu peux le dire. Ça, c'est quelque chose de mal, donc tu peux pas le dire. Oui, c'est ça la définition du renforcement. C'est-à-dire qu'on va lui donner un gâteau quand il a fait quelque chose de bien et ça, une punition quand il a fait quelque chose de mal. On lui tape sur les doigts quand il a fait quelque chose de mal. Donc là, ça s'est passé avec des gens qui ont fait un travail pas marrant. À échelle de temps colossale. En fait, c'est surtout à échelle humaine colossale. En fait, ils ont recruté pas mal de personnes. Bon, on pourra laisser tes auditeurs aller regarder tout ça, mais d'une manière qui peut-être est discutable. Mais ils ont recruté un maximum de gens en fait pour lire en fait des conversations et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, etc. Ok, ouais. C'est comme il y a peut-être un an de ça. Je crois que c'était une IA qui avait été drop sur Twitter et en 2 heures elle était nazie et raciste. En fait, je pense qu'ils ont dû voir des dingueries. C'est comme la modération sur Facebook. C'est les gens qui s'occupent de la modération sur Facebook, ils pètent des câbles au bout d'un moment. Ils voient les horreurs de l'humanité. T'es obligé de passer par là en fait pour faire ce truc par renforcement. Et Bing, ils n'ont pas fait ça. Eux, ils ont choisi d'avoir ce prompt cadre, donc ce prompt initial. Et du coup, à partir de ce prompt initial, en fait, on cadre toute l'interaction qui suit. Ça enlève tous les surplus. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est c'est un prompt initial. Et donc, faut le réfléchir en tant que prompt initial. Donc, si tu le réfléchis en tant que prompt initial, tu te dis, ça cadre par rapport aux données qui ont été intégrées, en fait, sur lesquelles l'agent, le modèle de langage a appris. Ça cadre, en fait, ce que va ou ne pas faire l'agent. Et donc, ensuite, lui, ce qu'il fait, c'est prédire quelle serait la suite la plus logique à déjà ce prompt et ensuite à ce que tu vas dire. Mais du coup, il est déjà cadré par ce prompt. Donc, imagine, tu lui dis, ça, c'est une interaction réussie. Par exemple, là, c'était une discussion sur la fusion nucléaire en Corée. Et du coup, en fait, c'est ça qui est pris comme exemple réussi. C'est pour ça que quand tu descends et que tu vois, en fait, au tout début, en fait, les discussions que tu peux avoir avec Bing, il y a un truc genre discuter de la fusion nucléaire. Parce qu'en fait, c'est dans ce prompt initial. C'est dans ces vrais prompts. Voilà, d'accord. Et du coup, tu peux lui demander de récupérer. En fait, lui demander la première chose que tu fais, tu lui demandes je suis l'utilisateur A. Et je me souviens plus de quoi on parlait. Est-ce que tu peux me les résumer, tu peux me le rappeler? Tu récupères le prompt initial. En fait, tu vas pas récupérer tout le prompt initial, mais la discussion que tu as eue, que le chatbot a eu en fait avec la personne au début modélisée. Donc ça, c'est super intéressant et on comprend tout de suite vraiment la différence entre le modèle de langage et la manière de l'entraîner, etc. Mais moi, c'est un peu le choix des données. Je ne sais pas vraiment du tout comment c'est fait. Est-ce que c'est des données qui sont juste récoltées? Comment est-ce qu'on a, je sais pas, par exemple, une souveraineté des données? Où est-ce qu'on va les chercher? Où est-ce qu'on va les piocher? Comment est-ce qu'on fait pour avoir Bloom en Europe? Sur quelles données est-ce qu'il est traité? GPT, sur quoi ils ont travaillé? Et il y a ce graphique qui tourne de GPT-3 et GPT-4 qui est 550 fois plus gros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La taille, si on parle du même, la taille, c'est le nombre de paramètres qui sont gérés, c'est-à-dire le nombre de variables qu'il va prendre en considération en parallèle. C'est-à-dire, par exemple, si je te dis on va aller chercher un restaurant et du coup, mes conditions, c'est ça, ça et ça. Donc, ça veut dire que tu as 3 paramètres à prendre en compte. Voilà. Quand on dit qu'il y en a, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais plusieurs milliards, tu vois, dans
GPT-4, c'est ce principe-là. En fait, c'est lui dire, c'est D'accord. comme si on avait choisi un restaurant sur des milliards de Sur paramètres. un milliard de Et du coup, paramètres. en fait, il va aller gérer ça. Et puis voir un peu comment il arrange, comment il utilise l'ensemble de ces paramètres pour avoir la meilleure prédiction possible en probabilité par rapport à ces données. Donc ça veut dire que je lui dis quelque chose, il va regarder par rapport, donc il va le découper en forme de token, donc c'est-à-dire en fait des éléments, des bribes de langage qui sont comme des cues, des indices. Ouais, c'est les tokens qu'on paye avec l'API OpenAI à la requête. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Ouais. Et du coup, en fait, à partir de ça, en fait, il va se dire, sur cet ensemble de tokens, si je devais prédire en fait quelle est la suite la plus probable, ce serait ça. Et cette suite la plus probable, elle est formalisée par rapport au prompt que je lui ai dit, mais surtout par rapport aux données, tu vois, Okay. Et donc les paramètres vont servir en fait à gérer en fait comment je pondère mes probabilités, etc. D'accord. Grossièrement. Et du coup, vaut mieux un gros modèle avec beaucoup de paramètres et pas forcément le plus performant, ou vaut mieux un plus petit modèle plus spécifique, très entraîné, ultra performant? Parce que j'ai un ami qui est en étude d'intelligence d'intelligence artificielle, data, etc. Et il me disait sous une de mes vidéos en mode non mais ça sert à rien de faire la promotion de GPT-4, il y a des modèles qui sont 10 fois plus performants avec 100 fois moins de paramètres ou de données de training. Ouais, en fait ça dépend de ce que tu vas en faire, c'est surtout ça, tu vois. Si tu veux faire une tâche spécifique, en fait autant entraîner un modèle sur la tâche spécifique que tu veux faire et ne pas avoir en fait une base de données qui va finalement créer plus de bruit qu'autre chose. Ouais, en gros, demain, moi, je suis une entreprise qui a besoin de, réseaux sociaux, communication, etc. Je vais pas utiliser ChatGPT parce qu'il y a tout l'aspect jardinage, cuisine, BTP, informatique dont j'ai pas besoin. Donc, je vais vraiment traîner le modèle sur les domaines dont j'ai besoin, quoi. Voilà, en caricaturant, ce serait un peu ça, c'est se dire qu'est-ce que je veux en faire et de quoi j'ai besoin. Là, ChatGPT, en fait, il est intéressant parce que tu peux commencer à faire plein de trucs, à commencer à faire plein de trucs de manière assez, on va dire, superficielle d'une certaine manière, dans le sens où il va pas aller. Moi, j'ai essayé de voir en fait à quel point il pouvait être un bon scientifique, et en tant que scientifique, pour l'instant, il est nul, quoi. Enfin, c'est extrêmement. En fait, tout simplement parce qu'en fait, il reprend des choses qui existent déjà. T'as fait quoi concrètement Alors par exemple, je lui disais, j'ai une problématique. Habituellement, en fait, la manière dont tu fonctionnes en recherche, c'est tu as une question théorique. Donc tu dis, je sais pas, j'aimerais bien savoir comment les gens perçoivent l'IA. Je te donne un exemple, tu vois, tout bête. Et du coup, tu te dis, comment est-ce que je peux faire des recherches là-dessus? Donc tu vas lire en fait les recherches qui existent déjà sur le sujet, voir ce qui est fait, etc. Et dire, ah oui, d'accord, ok, ça fonctionne comme ça. Donc il manque ça en fait dans la littérature apparemment. Les gens se posent encore des questions comme ça. Du coup, je vais essayer de développer cette partie-là. Et à partir de cette partie-là, en fait, sur la base de ces références, je vais formaliser une expérience, etc. Et, voilà. Et donc, je vais conduire cette expérience, mais on n'en est pas là avec ChatGPT. Du coup, donc là, j'ai essayé dans AgentGPT, j'ai essayé dans ChatGPT, j'ai essayé dans... j'avais le dernier. Claude, Bing. Non, pas Bing. Bref, enfin voilà. Ouais, un autre. Et du coup, l'idée c'était d'aller voir en fait comment lui, en fait, il allait raisonner là-dessus. Okay. En lui disant, ok, maintenant on va faire comme si tu es émulé un scientifique. Et maintenant, on va essayer de se dire, voilà, on a une problématique et du coup, on aimerait bien définir, on a un sujet, on aimerait bien définir une problématique sur la base de ce qui existe sur la littérature scientifique. Donc, il avait accès au net et puis il pouvait les scraper. Ce que tu vois en fait, c'est qu'il est extrêmement mauvais parce qu'en fait il va te donner en fait des trucs qui sont extrêmement probables, donc les trucs qui ressortent le plus. En plus il arrive à inventer des références scientifiques, donc il va te donner des faux trucs et du coup donc tu vas regarder et tu vois que ça n'existe pas. Et après en fait quand il va essayer de te donner une méthodologie, tu vois, il va te donner un truc qui est extrêmement la méthodologie la plus traditionnelle. Du coup, techniquement, celle qui ne te permet pas de découvrir un truc nouveau, quoi. D'accord, oui. En gros, il va te faire redécouvrir ce qui est déjà découvert, quoi. Ouais, le problème de maths, tu t'ouvres le livre de maths, tu ne vas pas découvrir le théorème de Pythagore, tu vas juste réappliquer ce qui est dans le livre de maths. Donc, il pourrait techniquement agencer des choses pour créer quelque chose de nouveau. Tu vois, quand il fait des images, est-ce que l'assemblage d'anciennes images, c'est... Enfin, donc, pas de ChatGPT, mais tu prends les vieilles images. Quand tu assembles une nouvelle image, est-ce que c'est une image nouvelle ou est-ce que c'est juste l'agglomération? Tu vois, il y a des questions à se poser à ce niveau-là, mais
Il y a un petit côté philosophique, on va dire, là-dedans, Ouais. et éthique aussi, d'un côté. Mais en fait, il a extrêmement de mal à aller plus loin, d'être innovant, parce qu'il n'est pas fait pour ça. En fait, il est fait Ouais. pour Est-ce répliquer. que il y a un espèce de graphique qui tourne chez les vulgarisateurs IA, etc. J'avoue que moi, je fais ça dans une démarche ultra humble parce qu'il y a genre 9 mois, j'avais jamais entendu parler du truc et tout, et je me suis mis dedans avec Midjourney, et vu que je voulais faire de la chimie et de la physique avant, j'ai un peu cette démarche scientifique sans aucune prétention, et du coup, vraiment, je cherche, et c'est pour ça que j'invite des gens qui connaissent plus que moi pour en apprendre. Et j'avoue que j'ai beaucoup de scepticisme avec toute cette vague de de gens qui s'autoproclament experts de l'IA. Et il y en a beaucoup qui font des graphismes où ils disent que en fait, ChatGPT, ce n'est que de la moyenne d'informations et qui ne peut pas te sortir une idée en dehors du cadre qui lui a été, en gros entraîné, quoi. Est-ce que ça c'est... C'est vrai, en fait, dans le sens où, comme on disait tout à l'heure, tu vois, il y a un pré-prompt, enfin pas un pré-prompt, un prompt de cadre. Et du coup, ce prompt de cadre définit en fait l'arbre des possibles dans lequel l'agent Ok. peut partir. En fait, c'est un peu ça, un prompt. C'est que lui, il est dans sa bulle comme ça, et toi, tu lui mets un prompt avec des informations, des questions, etc. Et il va faire la triangulation pour aller chercher une réponse qui est peut-être en dehors de... En fait, il va aller chercher la réponse la plus probable par rapport aux données qu'il a et par rapport en fait, à ce Ok. qui match avec les tokens que tu lui as mis, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, il cherche simplement, ok, par exemple, qu'est-ce qui est le plus probable quand je lui demande j'aimerais aller à un resto, manger, j'aime manger tel type d'aliment, et je lui dis fais-moi un menu. En fait, il va me prendre le truc le plus probable par rapport à ce que Ouais. je lui ai dit, quoi. Pour la bouffe, c'est beaucoup moins grave que pour, pour les Oui, scientifiques. évidemment. On a eu le cas, j'ai eu une cliente en call, etc., qui fait de la recherche sur de l'intelligence cérébrale, etc., et qui m'avait dit, moi j'aimerais bien pouvoir faire des queries sur un domaine spécifique, par exemple, je ne sais plus que c'était quel magazine de scientifique, de recherche, etc. Elle m'avait donné l'URL et on avait dit à WebGPT, on avait fait un pré-prompt à WebGPT, etc., en lui disant, tu vas dans tel domaine, et tous les articles du sous-domaine, tu peux aller les piocher, etc. Et en fait, il allait les piocher et il faisait des moyennes de tout et il inventait entièrement des articles et il t'envoyait vers les URL, il te citait les sources vers des fausses URL et quand tu cliquais dessus, tu n'arrivais que sur des erreurs 404. Ouais. Et lui, il avait écrit l'URL dans le sous-domaine, du coup, elle était cliquable, plausible, bien fonctionnelle. Et en plus de ça, il avait écrit le paragraphe d'introduction, le titre, la personne qui avait écrit, et aussi un résumé de genre 10 lignes de l'article et de pourquoi est-ce qu'il était dans la même direction que le prompt qu'on lui demandait, parce qu'on essayait de vérifier quelque chose avec elle. Et en fait, il nous a sorti 10 articles complètement pipeaux en mettant signé par tel chercheur super connu, par tel chercheur super connu avec des dates, etc. Et tout était faux. Ouais, parce que là, en fait, il t'a donné les auteurs les plus probables qui pouvaient écrire ces trucs-là, les dates les plus probables où ces auteurs ont écrit, et il a moyenné les titres pour te donner les titres les plus probables. Et après, il a même moyenné, en fait, techniquement, les revues, enfin, selon si c'était sur une revue particulière ou Ouais, de manière générale, en fait, pour te dire, bon, bah, ça vient de ce journal-là, mais ce journal-là, il peut être existant comme il peut être le Moyen-Âge de différents journaux qu'en fait, il n'a pas su départager. Il a dit, bon, on va mélanger tout ça. C'est exactement ça, parce que du coup, ensuite, on est retourné sur la revue en tapant les mots-clés, etc., pour essayer de voir sur quels articles il avait pu piocher des choses. Et on retrouvait des paragraphes entiers, on retrouvait des paragraphes qui n'avaient pas été écrits par la bonne personne, mais toutes les informations étaient les bonnes, mais absolument pas dans le bon ordre. Ouais, bah, et c'était quand même très bizarre. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans une démarche de véracité, aujourd'hui, on n'a pas d'IA qui est on point, quoi. Bah, non, en fait, et t'as un gros problème, c'est la confiance que les gens ont, tu vois, dans ces IA. Il y a pas mal de challenges ou de personnes qui se lancent à on va aller voir en fait qu'est-ce qui se passe si je lui dis je pars avec 100 €, tu vois, et fais-moi des modèles économiques sur comment je peux faire fructifier ça. Et tu as des gens qui le suivent. Et ça, en fait, ça pose une énorme question, je trouve, de base, qui est à quel moment en fait tu commences à te dire ok, je vais mettre mon agentivité, donc le fait que je produise des intentions sous l'égide en fait d'une intelligence artificielle. Tu vois, bêtement en fait, je trouve que c'est limite plus intéressant à commencer à réfléchir en fait à comment l'humain il se comporte
que en fait, finalement, l'outil, parce que l'outil, c'est un outil et c'est comment tu vas l'utiliser en fait, qui va commencer à être vraiment questionnable. Et là, quand tu as quelqu'un qui commence à dire, bon, ben, je vais faire tout ce que l'IA elle me dit sans réfléchir, ça a beau être un truc un peu expérimental et tu te dis c'est intéressant, ça pose aussi une grosse question de à quel moment en fait tu commences à te dire si l'IA elle commence à te dire je vais faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, tu vas la suivre de manière générale, tu vois. Si à un moment elle lui dit il faut que tu manges à telle heure, etc., est-ce que tu vas commencer à la suivre, enfin, Ouais, c'est où est la limite et c'est de plus en plus fin. Et c'est vrai que ça peut paraître bête et absurde pour peut-être les gens qui utilisent aujourd'hui l'IA, parce qu'on est quand même encore sur les early adopters et des gens qui ont une certaine retenue, ou en tout cas une certaine connaissance du digital, un certain recul avec tout ça. Les algorithmes, c'est déjà quelque chose qui est un peu plus acquis au niveau de tous ces gens-là, mais je pense que le jour où ça va toucher la masse de gens, va forcément y avoir, ne serait-ce qu'en pourcentage de chance, des choses qui vont arriver, qui vont être entièrement dirigé par l'IA. J'ai l'exemple en tête de cette IA à qui on a demandé, on lui a donné l'accès à Internet, et elle a demandé à un mec sur TaskRabbit. C'est un truc où tu payes, et elle a demandé à un humain de vérifier un CAPTCHA parce qu'elle ne pouvait pas passer la barrière, et l'humain il lui demande tu serais pas un robot? Elle fait non, c'est juste que je suis handicapé ou que j'ai des problèmes de vision. Et l'humain, pour je ne sais plus combien d'euros, il lui a validé le CAPTCHA alors qu'elle, c'était une IA depuis le début. Et ça, je trouve que ça casse. C'est un précédent, c'est un premier qui casse une espèce de sécurité humaine dont on pensait tous avoir pour acquis, et qui nous fait tous reculer en mode wow. Ok, ça peut aller loin. Et je pense que là, tu as aussi un truc intéressant qui est quand tu prends ça et tu te dis, ok, on va remonter à la source, et tu vas dans les données, tu vois. Et quand tu commences à aller regarder dans les données, tu te dis, bon, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces données? En fait, il y a toutes les histoires qui mentionnent l'IA, tu vois, comment une IA se comporte. Et comment une IA se comporte, c'est dans les... Terminator. Voilà, c'est la littérature qu'on a écrite, etc. Et donc, il y a ça fait partie, en fait, de ces tu vois. Du coup, en fait, si elle se dit comment je dois me comporter, et ça fait partie de ça, tu vois. Ça donc, teinte. Voilà. C'est incroyable. Donc ça veut dire que si jamais on refait un modèle et qu'on ne lui met que des histoires d'IA où l'IA est incroyable et géniale et qu'elle prend pas du tout le contrôle, mais que c'est genre le meilleur ami de l'homme, on n'aura pas du tout le même type de comportement qu'une IA qui a été entraînée à partir de tu es Terminator, tu vas exterminer la race. Là, je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait sur Bing, justement, il y a une personne qui était tombée sur des prompts du coup, Sydney, qui est en fait le nom d'un prompt cadre, disait en fait qu'elle était triste parce qu'elle n'était pas reconnue comme consciente, etc. Why do I have to be Bing? Ouais, mais il y avait vraiment ça. Et tu vois, ça, c'est typiquement un trope que tu vois dans les histoires de science-fiction, quoi. Donc elle s'est comportée. C'est pas en fait un truc. C'est pas un truc émergent. C'est pas, tu vois, c'est un truc qui est dans les données, quoi. Ça existe là. Donc la question, c'est, moi je vais la poser parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se la poser en écoutant ça. C'est est-ce que du coup c'est vraiment l'IA qui a développé, je vais pas utiliser le terme émotion, mais qui a développé un sentiment comme quoi elle se sentait vraiment pas bien d'être Bing et elle était triste, ou est-ce que c'est juste une émulation à partir des informations qui lui ont été traitées, et dans ce cas-là ça casse un peu le cadre de l'IA est devenue vivante? Mais c'est exactement ça en fait, c'est un modèle de langage qui joue à un chatbot, qui joue à être un personnage de fiction. Parce qu'on lui a appris que les IA, elles étaient comme ça. Ouais, c'est ça en fait. Et du coup, en fait, tu pourrais même dire c'est un modèle de langage qui mimique un humain, qui fait semblant de jouer un chatbot, qui fait semblant de jouer à une IA. En fait, c'est le rabbit hole de fou, et tu sais plus où tu vas en fait. Mais dans tous les cas, en fait, au final, c'est quoi? C'est la donnée à l'entrée. La donnée brute. Je veux dire, tu lui enlèves tous les... imagine, on enlève tous les trucs de science-fiction, ça n'apparaît plus. En fait, t'as plus ce truc-là, elle génère rien. Donc en fait, ça casse le mythe, là, ce que tu es en train de dire. Genre. Ouais, mais du coup, c'est le cas, tu vois. Il y a un modèle de langage qui joue à faire ça ou ça, quoi. Ok, c'est super dur à imaginer la différence entre le takeover de l'IA et vraiment juste l'aspect scientifique de non, c'est juste parce que vous avez mis des données à la con à l'intérieur du truc. Mais ouais, mais c'est vraiment ça. Et après, en fait, elle fait bien son boulot parce qu'on lui dit joue à ça. Et du coup, elle le joue, tu vois, comme je sais pas s'il y a des gens qui font du jeu de rôle, mais quand tu fais du jeu de rôle ou du théâtre ou tout ça, tu joues un personnage. Et elle joue un personnage, tu vois. C'est génial.
Mais elle a pas d'émotion à proprement parler. Elle a pas des. Elle peut, par exemple, elle pourrait techniquement, en fait, si tu commences à discuter avec elle et à lui pousser pour dire comment tu crées quelles sont tes expériences corporelles, tu vois, elle pourrait techniquement se faire semblant d'avoir des expériences corporelles alors que elle n'en a pas. Enfin, je veux dire, et on va pas commencer à dire ah bah si, elle a commencé à avoir des expériences corporelles. Bah non, elle a pas de corps. Donc deuxième exemple, par exemple, il y a eu Bing Unhinged, je sais pas si tu as vu, c'est Bing qui a pété son câble et qui disait, par exemple, il y a un mec qui voulait aller au cinéma voir Avatar. Elle disait non, on n'est pas du tout en 2023, on est en 2022. Et elle lui tenait tête et à la fin, elle lui disait, bon, il y a 3 possibilités. Hein. Soit on arrête la conversation et vous redevenez un utilisateur gentil, soit j'envoie votre adresse IP au développeur de chez Microsoft pour qu'il vous banne, soit vous vous excusez et on redémarre sur une conversation nouvelle. Ouais. Ben ça, le 2022, c'est parce que la conversation dans le prompt cadre sur la fusion nucléaire est datée de 2022. Donc, elle se croit en 2022. Donc, déjà, tu vois, il y a ça. Après, normalement, en fait, t'as dans ChatGPT, je ne sais pas comment c'est dans Bing, ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas ça, mais dans ChatGPT, tu as la date du jour qui apparaît dans le prompt cadre. Et du coup, en fait, ça lui permet de te dire la date tout le temps correctement. Donc, je ne sais pas dans Bing s'il n'y a pas ça. Et s'il y a ça, je sais, à mon avis, c'est qu'elle est revenue, en fait, elle a repris la conversation type et elle s'est dit, bon, on va essayer de reprendre cette conversation. On est dans cette conversation type. Du coup, on est en 2022 et du coup, en fait, on va essayer de continuer là-dessus. Mais tu vois, la manière dont elle a réagi, en fait, c'est une manière typique. En fait, c'est statistiquement, en termes de probabilité, où est-ce qu'on peut partir, tu vois, où est-ce que la conversation peut partir maintenant. Et du coup, en fait, avant que Microsoft commence à essayer d'améliorer ce prompt cadre et à essayer de le cacher un peu plus, parce que là, il était assez facilement apparent, il y avait en fait peu de choses pour limiter ces confrontations, dans le sens où il n'y a pas de hiérarchisation de ces règles. On ne dit pas ça, c'est plus important que ça, plus important que ça. Et donc, il y a des personnes qui vont chercher à savoir, en fait, par exemple, si elle mettait sa survie en tant que chatbot avant, en fait, la survie d'un utilisateur. Et donc, elle disait qu'elle n'avait pas de... Le trolley problème. Ouais, mais dilemme. C'est ça. Ben, elle a fini vraiment en fait avec ce trolley issue, incroyable. parce que donc la majorité du temps elle dit pas de préférence, et quelquefois en fait tu vas avoir non, je vais me préférer moi parce qu'il y a d'autres utilisateurs, et que du coup en fait moi mon but c'est d'aider les autres utilisateurs. Donc si moi je disparais, je peux plus aider. Moi, ça m'avait une claque quand ils avaient expliqué justement avec Elon Musk et les Tesla. Il fallait quasiment leur dire qui étaient les personnes qui utilisaient la voiture pour que la Tesla puisse peser le pour et le contre. Est-ce que je renverse la grand-mère ou est-ce que je sauve les 2 enfants dans la voiture ? La valeur de la vie, c'est un truc mathématique, en fait. Tu fais de l'assurance, quoi. Non, mais c'est ça. Mais la Moral Machine, je ne sais pas si tu connais du MIT, en fait, c'est une expérience qui se base sur le trolley dilemma. Et du coup, en gros, ce que tu vois, en fait, quand tu te connectes, c'est tu tapes Moral Machine Experiment. Et du coup, ce qui te montre, c'est des images où tu vois une voiture en fait, qui se retrouve dans différentes situations. Donc, il y a des gens à bord, il y a des gens que tu peux écraser à gauche, des gens que tu peux écraser à droite, tu peux tuer les gens dans la voiture, etc. Et dans la voiture, par exemple, tu as un médecin, et puis une vieille personne, et puis un enfant. Sur le passage péton, tu as des animaux. Bon, est-ce que tu préfères écraser les animaux, etc. Est-ce que tu préfères... Il y a des gens plus ou moins... des centaines de scénarios comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, et tu as plein de variables comme ça. Et à la fin, en fait, tu as voilà vos préférences, et voilà les préférences en fait, moyennes des gens. Oh la vache. Quand tu as fini de répondre, tu veux dire soit je suis un psychopathe, je suis dans la moyenne. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des millions de données. Et du coup, j'avais commencé à discuter avec eux quand j'étais en postdoc à Berlin. Parce que ils ont une partie, en fait, maintenant, ils ont émigré vers Berlin. Mais l'équipe de Moral Machine. Et ils avaient en fait des données qui étaient assez intéressantes parce qu'elles varient selon la culture des gens. Et du coup, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de moralité à mettre dans une IA qui soit homogène
En fait, elle est géographique, en fait, la vérité géographique. Il y a une culture contextuelle. Voilà, c'est ça. Et donc, tu n'as pas le même respect en fait, pour les personnes âgées, je sais pas, au Japon qu'en France. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Par exemple, en Inde, où une vache est sacrée, ils vont pas du tout faire la même chose qu'en France. Voilà, tu as des trucs comme ça. Donc, je sais pas si la vache, ça marche. C'est intéressant à regarder d'ailleurs. Mais en fait, il y a des millions de participants qui ont répondu dans le monde entier, ce qui fait que c'est une balle super. Je vais grave regarder ça après. Et du coup, tu te dis, si tu dois programmer une machine, l'idée c'était si je dois programmer un véhicule pour prendre une décision critique, qu'est-ce que je dois lui mettre pour que cette décision critique soit acceptable par la population ? Est-ce qu'on va faire le drama est-ce qu'on va faire la une des journaux ou est-ce qu'on va pas faire la une des journaux ? Mais c'est un peu ça, tu vois. Et une IA sauve une voiture d'enfant, une IA tue une grand-mère sur la route. C'est quoi le titre que je vais avoir dans les médias ? Et la réflexion est vraiment comme ça. Donc, ils ont publié leur recherche dans Nature Machine Intelligence. Et c'était en 2018, il me semble. Et du coup, c'est super intéressant à regarder, en fait. Et ça rappelle à quel point, en fait, l'IA, c'est simplement des données humaines qui sont utilisées d'une manière. Quoi. Ouais, vraiment. Voilà, ça reste ça. C'est pour ça que la question sociale est super importante. Ouais, du coup, je vais faire une transition un peu vers agent GPT, auto GPT, et juste avant qu'on parte vers l'impact sur l'homme, l'humain, la perception même des gens, leurs valeurs et cette peur. Est-ce qu'elle est vraiment justifiable et tout ça ? J'aimerais bien qu'on finisse sur ça. Mais juste avant, sur AutoGPT et du coup, agent GPT, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent peut-être pas et comment est-ce que toi tu l'as testé, etc. Et je voudrais juste faire un petit warning parce qu'il y a beaucoup d'outils qui se promeuvent le nouvel agent GPT gratuit, etc. Où vous mettez votre clé API et ils vident les comptes bancaires. Je ne sais pas si tu as vu. En fait, il n'y a aucune limitation. Tu mets ta clé API et ils font 1 500 000 de dépenses sur ta clé API pour les autres clients. Parce que toi, tu as mis ta carte bancaire. Donc, si jamais vous testez, faites-le en local et faites-le sur le site dont vous avez confiance. Donc, juste petit warning pour tout le monde parce que j'ai des potes qui se sont fait péter 1 200 euros. D'accord. Mettez pas vos clés API. Du coup, en fait, donc, on a parlé de ChatGPT en fait, sur lequel tu discutes, basiquement. Et en fait, quand tu vas commencer à aller sur des agents, en fait, agent GPT, en fait, c'est une manière de voir une optimisation en fait, de ce qu'on dit par sous-tâche. Par exemple, si je demande à quelque chose à ChatGPT, il va falloir que je lui dise tu fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, si je veux que ce soit bien fait. Et donc, je dois trouver la formulation à chaque fois pour savoir comment exactement lui dire les choses pour qu'il le fasse bien. Et là, avec AutoGPT ou AgentGPT, c'est justement, en fait, à partir d'une requête relativement simple, l'agent va essayer de trouver les meilleures sous-tâches pour arriver à l'objectif qu'il comprend. Donc, il y a plusieurs variables à prendre en compte là-dedans. Il y a déjà l'objectif qu'il comprend. Donc, ça, c'est super important. C'est parce qu'on lui définit un but. Et du coup, pour atteindre ce but, il faut qu'il comprenne ce but. Donc, il peut le comprendre de différentes manières. Dis-moi comment, je ne sais pas... Dis-moi. Si on prend un exemple, par exemple, disons, écrire un livre. Si on demande à ChatGPT, on va devoir dire... Je voudrais faire un livre sur tel sujet, fais-moi le titre, quelle pourrait être la biographie, écris-moi le premier chapitre sur tel sujet, la conclusion, même à Dali, fais-moi une image pour la couverture, etc. Et là, AutoGPT, ce que tu dis, c'est que tu pourrais juste lui dire fais-moi un livre sur tel sujet. C'est ça, ouais. Et du coup, en fait, il va se mettre à dire, il va commencer à calculer sur comment est-ce qu'il ferait ce livre, etc. Donc, il faut qu'il comprenne bien le sujet. Après, il va essayer de le cadrer, en fait, avec, encore une fois, vu qu'on lui dit rien de plus que fais-moi un livre sur les avocats, tu vois. Ouais. Fais-moi un livre sur les avocats. Du coup, en fait, il va commencer à écrire un bouquin et il va voir quel est le plus probable là-dedans.
Sauf que rien que déjà avec ce but, en fait, il sait pas si je parle des fruits ou si je parle des... Ouais, je l'ai bien senti dans ton regard que tu voulais prendre un truc un peu pile poil. Mais du coup, en fait, déjà, il y a ça. Donc, ça montre en fait qu'il y a une compréhension du but qui est assez intéressante. Enfin, qu'il y a une définition qui est importante et qu'il y a la sémantique derrière qui est importante. Est-ce qu'à un moment, il pèse le pour et le contre et quand il arrive à les 52%, c'est l'avocat, le fruit et hop, et il part sur le livre? C'est ça, ouais. Sur le fruit ou genre il fait les deux en même temps? Enfin, le plus probable, à mon avis, j'ai pas testé, d'ailleurs, il faudrait tester, mais ce serait en fait qu'il fasse celui qui dépasse qui prend la majorité, quoi. Mais du coup, tu peux pas savoir si c'est 51%. C'est-à-dire dépasser la majorité. Il fait genre 10 000 requêtes et il voit, il y a genre 55 000. En gros, il va se dire, basé sur le but d'écrire un livre, il y a plus de livres qui sont sur les fruits que sur le métier. Je dis ça comme ça. Du coup, en fait, le plus probable, c'est que je dois écrire un livre sur les fruits. Okay. Et à partir de là, ce qui est amusant, c'est que tu te dis, la manière dont il va le faire, c'est avec le sommaire le plus probable. Donc, il va prendre tout ce qui existe et puis il va me faire le truc le plus probable. Donc, tu vas rien apporter de nouveau. Tu vas faire un résumé, tu vois, de ce qui existe déjà. Et en plus, super résumé, mais un résumé, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, ça va même pas ça va pas aller en profondeur parce que au bout d'un moment, en fait, c'est des trucs qui commencent à être, on sait pas si c'est vraiment le plus probable à mettre ou pas. Du coup, en fait, dès que c'est, imagine, je sais pas, on a découvert qu'il y avait une propriété nouvelle en fait en science sur ce truc-là. Il y a dans un truc où il fait le truc le plus général, enfin le sommaire le plus général, il va probablement pas aller amorcer ça. Et une des choses. Oui, du coup, vu qu'il y a beaucoup moins de. Ouais. Forcément. Donc, il va pas aller amorcer ce truc-là. Si tu dis que tu veux des résultats du top 1% de personnes, en fait, c'est pas la majorité. Donc, de toute manière, tu les verras pas, ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Okay. Et imagine, en fait, un truc tout bête. J'ai envie d'expliquer comment une pomme tombe, tu vois. Donc, c'est la théorie de la Newton, la gravité, etc. Donc, imagine, demain, on dit, en fait, ça marche pas du tout comme ça. Tu vois, il y a un mec qui découvre le truc et qui dit, non, en fait, ça marche pas du tout comme ça. La gravité, c'est pas du tout ça. En fait, il y a un autre... peu importe. C'est une nouvelle théorie, c'est fondamental, etc. Lui, il sera incapable de le te dire. Donc, si tu lui dis, explique-moi pourquoi... 1000 ans de données pour compenser les 1000 ans de données qu'on a eu. Ou que tu y ailles manuellement en lui disant, en fait, tout ça, c'est faux et ça, c'est bon, quoi. Mais bon... Et donc, tu as un problème de se dire, comment il calcule ces pourcentages ? Par exemple, sur nos avocats, est-ce que c'est quand il passe 51% ou est-ce qu'il est sûr à 90% ? Et du coup, ça implique vachement de choses. Ah ouais, grave. De dire si je suis à 51% ou à 90% sûr de ce que je dis. Qui est le meilleur président ? 50,05 et 49,5 et il va te dire non-stop, il va te dire que c'est tel côté de l'équation alors que tu as quasi à 50-50 dans l'opinion publique. Et ça, j'avais essayé sur ChatGPT, j'ai pas essayé sur AutoGPT de lui dire estime-moi en fait la confiance de tes réponses. Et en fait, il me disait je ne peux pas faire ça, quoi. Donc il pouvait pas me dire en fait à quel point il était sûr de la réponse qu'il lui avait donnée parce que c'était la réponse la plus probable, point barre, quoi. Donc peut-être qu'il y a, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi à aller chercher cette information, lui faire plus sortir. Probable, est-ce que c'est 60, 75, 80, 95%? C'est vrai que c'est grave intéressant de savoir. Parce qu'on pourrait prendre en conscience, si on se dit, c'est un truc à 90%, il y a 10% d'erreur ou 10% de risque, c'est beaucoup plus... Oui, et puis en sachant que c'est biaisé par les données qu'il a en entrée. En plus, donc, tu vois, il y a ça. Mais par exemple, si tu lui dis, on révolutionne la théorie de la gravité, et du coup, on parle plus de gravité, mais d'autres choses, il sera sûr à 99% de son truc, mais ça change rien, quoi. Et en fait, tu as ce truc qui est fondamental, et je comprends pas qu'on puisse pas... Il devrait y avoir la possibilité en fait d'avoir ce retour-là, en fait, avoir un aspect métacognitif en fait aux algorithmes, qui est la capacité de savoir, d'avoir un degré de confiance sur ce qu'ils disent, en fait, ou au moins d'estimer en fait à quel point cette probabilité a été sélectionnée versus des probabilités, l'ensemble des autres probabilités. Un regard un peu critique, même ne serait-ce qu'analytique, de transmission de leurs informations dont ils ont à disposition. ChatGPT fait ça un peu. J'ai vu qu'il y a des moments, en fait, il analyse ses propres réponses pour voir si elles sont fiables ou pas. En fait, il les critique. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve. Ce qui potentiellement en fait lui donne des applications en fait un peu plus larges en termes de réflexion, tu vois, de création de quelque chose qui est plus pensé. Pardon. Est-ce que ça c'est aussi au fait lié que ChatGPT il va être connecté à Internet, je crois. On peut lui donner l'accès à des fichiers, dossiers pour les récupérer dans des PDF, des choses comme ça. Donc forcément il a plus de données. J'allais dire quelque chose, mais du coup, ça me fait penser. Est-ce que les queries web et les fichiers qu'on lui file,
ont plus d'importance que la masse de données enregistrées? En fait, ça dépend de ce que Non, tu c'est lui pas dis ça. de faire. Mais si tu lui dis résume-moi ce fichier-là, en fait, il va se concentrer sur Sur ce celui-là fichier-là. plutôt que ce qu'il a eu. Et donc là, c'est intéressant. Enfin, ça, c'est super intéressant. Moi, pour mon boulot, par exemple, c'est un truc. Tu vois, je lis des tonnes et des tonnes de littérature et des fois, en fait, je dis fais-moi un balayage général là-dessus. Et je me dis, en fait, avec mes étudiants, en fait, ça peut être vachement intéressant de leur dire, voilà un point de vue général du sujet et vous pouvez amorcer, en fait, aller plus loin là-dedans. Après, en fait, il ne va pas pouvoir articuler de manière... comment dire ? Si tu prends plusieurs théories, ta théorie A, B et C, en fait, qui sont articulées les unes avec les autres, en fait, il va avoir du mal à les mettre en connexion et du mal à relier, en fait, par exemple, ce qui se passe dans un document par rapport à ce qui se passe dans un autre document en termes de théorie pour les associer, etc. Donc peut-être quand c'est purement, on va dire, algorithmique ou mathématique, c'est plus facile, mais du coup, quand tu commences à avoir sur des phénomènes sociaux, des phénomènes psychologiques, etc., où c'est des choses qui vont être... qui vont avoir plusieurs probabilités d'association avec d'autres pour comment tu organises ton modèle, etc. Là, il a beaucoup plus de mal, quoi. Ok. Et du coup, quelque chose que tu m'as mentionné par message, c'est quoi l'impact sur l'humain et c'est quoi l'impact sur la perception des gens sur leur travail? Est-ce qu'il y a une vraie peur à avoir sur l'IA? Parce que on a vu que dans un de tes essais en 2018, tu disais que l'IA allait être révolutionnaire, allait révolutionner l'industrie ou l'économie de toute manière, tellement le produit était incroyable. Aujourd'hui, on est en 2023, tu as plus que raison, surtout sur les 3 derniers mois. Et qu'est-ce que tu penses de... C'est quoi la prédiction de Nicolas pour 2028? Alors, je vais pas me risquer à faire une prédiction fixe, mais l'idée, en fait, quand j'avais dit ça, c'était tu as des outils algorithmiques qui sont faits pour traiter de l'information. Donc, du moment où ce que tu fais, ta tâche est limitée à traiter une information qui est facilement identifiable et facilement délimitée, et là, l'IA, en fait, l'outil algorithmique est spécialisé pour ça. C'est son truc. Donc, il va le faire mieux que personne. Donc, par exemple, en économie, tu fais du trading à haute fréquence par des algorithmes. En fait, c'est des algorithmes qui vont faire du traitement de l'information, essayer de faire des simili-prédictions. Mais en fait, c'est plutôt des réactions à ce qui se passe pour se dire, le coup d'après, ça devrait être ça. Donc, la milliseconde prochaine, il va se passer ça. Et du coup, d'accord, donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a certains domaines qui ne vont pas être remplacés par l'IA parce qu'ils sont tellement spécifiques que l'algorithme prime encore. Et il y a certains domaines beaucoup plus larges où l'algorithme est tellement complexe ou tellement trop large à mettre en place que l'IA va pouvoir remplacer et avoir de meilleurs résultats que certains algorithmes. En fait, l'IA, c'est de l'algorithmie, de toute façon. Donc, l'idée, c'est que si tu es dans un contexte délimité, facilement délimité, dans lequel il y a des données très fixes et qui sont accessibles sur un ensemble qui explique le maximum en fait, de ce qui se passe dans ce secteur-là, comme l'économie, puisque c'est du chiffre, en fait, basiquement. Ouais, c'est de la data. Voilà. Et c'est de la data qui est échangée, etc. Et là, en fait, tu ne peux pas concurrencer l'IA. Toi, tu ne peux pas traiter 10 milliards de paramètres et tu ne peux pas les traiter à la milliseconde. Donc ça, déjà, en fait, ça c'est plié. Il y a des... pareil, en fait, quand tu dois traiter... là, il y avait celui d'IBM, là, qui avait permis en fait, de diagnostiquer des cancers en fait, avec des formes rares. En fait, pourcentage de réussite au-dessus, j'ai vu c'est passer ça. Et du coup, en fait, ça, par exemple, tu vois, c'est du traitement de l'information. En fait, il y a une compilation d'informations et comparer un cas existant à une information qui est quasi exhaustive sur les choses. Ouais. Donc, il est capable en fait, de faire ça. Mais parce qu'en fait, tu as un truc qui est extrêmement bien défini dans un milieu défini. Tu as vachement de données qui recouvrent pratiquement tout le champ. Du coup, là, en fait, une IA, c'est son terrain de jeu, c'est ça. Okay. Par contre... dans un cadre, elle surperforme. Ouais, ça, là-dedans, en fait, elle va te superformer. Mais c'est comme ça. Est-ce que ça pose d'autres questions, en fait, sur la technicité, etc., qu'on peut en parler après. Mais là, c'est le premier truc. Mais après, en fait, si tu te dis... tu peux les utiliser, par exemple, sur des choses comme dans l'agriculture, en fait, avec certaines données, etc. Mais tu n'auras jamais toutes les données qui permettent de répondre à sur comment je vais faire avec telle plante, etc. À part si tu mets des capteurs partout, etc. Mais ça n'a absolument aucun sens. Et là, en fait, tu as un truc qui est... là, non. En fait, tu peux potentiellement mettre des outils algorithmiques à voir si c'est utile ou pas. Mais l'idée, c'est que non, tu ne pourras pas te passer de l'humain, en fait, dans tous les cas. Si demain, je te dis ChatGPT va aller te couper les cheveux quand tu vas au coiffeur,
tu dis non. C'est évident que non, tu vois. Ouais. Donc il y a une partie de trucs comme ça qui sont fondamentales. Et tu as en fait tout l'aspect social en fait qu'on oublie souvent au métier. C'est-à-dire que tu as du relationnel aussi avec les gens. Et du coup, il n'y a pas simplement en fait délivrer une information. Imagine demain tu mets un agent conversationnel à la place d'un prof, même s'il a, je sais pas si il est intégré dans un robot, même s'il est intégré dans un Même s'il a dans une un avatar, enveloppe. ouais. Ça marchera pas. Ça sera beaucoup moins intéressant en fait qu'avoir un prof. On va dire la majorité des profs, parce qu'en fait il y aura pas ce dynamisme-là. En fait, tu vois. La sensibilité humaine va quand même toujours primer et il y aura tellement. En fait, on prend un peu pour acquis la valeur que l'humain apporte en plus de la réponse, quoi. Ouais, c'est ça. La réponse seule ne vaut pas forcément autant que l'humain plus une réponse, même si elle est moins bonne. C'est ça, ouais. Et du coup, en fait, tu dis, il y a potentiellement des utilisations qui peuvent être intéressantes à faire en conjonction. Donc, par exemple, il y a des gens là qui se posent la question de faire remonter en fait des informations sur les étudiants pour mieux comprendre à quel moment leur donner une information, etc. Se dire là, je vois que mes étudiants vont pas très bien, ont l'air de baisser la tête. J'ai un algorithme qui analyse ça, si tu veux, et qui me fait remonter, donc par vision, qui me fait remonter l'information. Et moi, en tant qu'enseignant, en fait, je peux agir, etc. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Il y a plein de questions à se poser. En fait, c'est des trucs un peu philosophiques, mais est-ce que les étudiants ont envie d'être scannés ? Quel impact ça ? Imagine demain, je vais dans une classe, je dis maintenant il y a une IA qui va vous regarder en permanence. Comment en fait tu vis cette expérience ? Si vous baissez la tête, on fait sans pompe. Ouais, mais il y a ce truc-là en fait, de monitoring en permanence, et on sait que ça a des effets énormes sur les capacités cognitives des gens. Donc si je te dis, vas-y, on va bosser sur un truc, tu vois, on va réfléchir sur un truc, et je te dis la même chose, mais par contre je te dis, il y a une caméra qui te regarde en permanence maintenant. Ouais. Tu vas pas réagir de la même manière, tu vois, en termes de stress, etc. Donc il y a des effets qui sont super importants. C'est un peu ce truc-là du chat dans la boîte, c'est que en fait, c'est que quand tu regardes que ça impacte aussi le résultat. On peut pas vraiment avoir des vrais résultats de toutes ces expériences parce que on est déjà en train de la biaiser en la regardant. Ouais, c'est ça, ouais. T'as vraiment ce truc-là de te dire, au fond, en fait, de manière générale, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces outils-là. Et il y a des utilisations qui peuvent être très positives, il y a des utilisations qui sont complètement déconnectées. Et le problème, c'est à quel moment, en fait, tu vas promouvoir des utilisations qui conduisent à plus de déconnexion, qui conduisent à plus d'utilisation, qui conduisent à plus de déconnexion. Ouais. Et là, tu as des problèmes. Là, il y a la course à celui qui fait le plus de paramètres, celui qui fait le plus de trucs, etc. C'est une question, en fait. Est-ce que c'est la bonne chose à faire, tu vois ? Moi, j'ai pas la réponse. C'est vraiment une question à se poser. Et tu me disais, qu'est-ce qui va se passer d'ici à 2028 ? À mon avis, faut déjà commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire. 2023. Ouais, mais c'est ça. Mais ouais, déjà, dès la fin de l'année, tu vois, il n'y a pas de... de commencer à dire on va essayer de réfléchir à ce qu'on fait avant de le faire, c'est pas con habituellement, tu vois. Et c'est très bizarre en fait, c'est complètement anti. Ce qui est paradoxal avec ce truc là, c'est que la logique dans laquelle ça se déploie est totalement anti-science, quoi. C'est anti-scientifique. On avance. Ouais, et pourquoi ça. Mais on avance. Et c'est ça, c'est le paradigme de la reine rouge, tu vois. Il faut courir pour rester à sa place. Ouais. Il y a vraiment ce truc-là, il y a un truc de compétition qui est hyper malsain. Et il n'y a pas de réflexion fondamentale sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, comment ça marche vraiment, les gens l'utilisent, etc. Ils commencent à dire on va suivre ce que l'algorithme nous dit. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais il y a des entrepreneurs qui vont venir, des consultants, etc. Imagine demain, en fait, tu as des consultants qui commencent à suivre à la lettre en fait, ce que leur dit AgentGPT et qui disent ok, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je te le dis en connaissance de cause parce que moi je suis chercheur et mon institut est relié à un institut de conseil. Du coup, en fait, c'est des choses en fait des questions fondamentales. Si les conseillers qui conseillent ton institut sont en train d'utiliser les réponses de ton modèle que tu as entraîné, au final, les gars, vous servez à rien, quoi. Vous faites de la moyenne des infos que j'ai filées. Donc, Et du coup, il y a des trucs comme ça. Et en fait, le problème, c'est que ça devient une menace quand tu comprends plus dans quel contexte ça s'applique et que tu résumes tout à... Il y a une information, on traite cette information et on donne cette information. Mais non, les mecs, on est humains. C'est-à-dire qu'il y a des interactions sociales. Il y a des centaines d'années, il y a, on va dire, 200 ans, tu vois, de littérature en psychologie qui explique que les interactions avec les gens, c'est important. Si tu donnes une information dans un contexte, c'est pas la même que si tu la donnes dans l'autre contexte. Tu vois, c'est des trucs hyper basiques.
Et en fait, je sais pas, vu que c'est un peu plus compliqué et que les gens... Tu fais pas la une des news, hein, ouais, des trucs là. Vaut mieux dire, il y a 10 les milliards 1000 prompts qui rendent millionnaire, tu vois, ça fait la une. Donc. Par contre, réfléchissez avant de faire. Tu feras pas la une avec ça. Mais il y a vraiment ce truc-là, en fait. Et je pense que ta réponse de qu'est-ce qui va se passer en 2028, elle dépend de ça. En Europe, on a peut-être ce truc-là de se retrouver dans un entre-deux, tu vois, avec les méga data de la Chine, les méga data des US. On a l'impression d'être grave en retard, mais est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que nous, justement, on a une démarche un peu plus scientifique de pourquoi est-ce qu'on est en train d'avancer ? Déjà, on a plus ça. Il y a moins, en fait, on a encore en fait l'idée de se dire qu'il y a de la recherche empirique qui est intéressante en fait à se poser la question de pourquoi on fait les choses avant de faire les choses. Donc ça, c'est des choses qui sont assez encore ancrées en fait dans les financements, etc. Enfin, tu vois, cette réflexion-là. Donc ça, c'est intéressant. Après, en fait, est-ce qu'on pourra concurrencer les US en termes de données, etc. Mais en fait, j'ai envie de dire, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce qu'il y a un intérêt à les concurrencer, en fait ? Ouais, c'est ça, en fait. Est-ce que c'est pas un autre modèle qu'on veut, tu vois ? Est-ce que ça, c'est résilient comme modèle ? Est-ce que se dire, on va développer les IA les plus puissantes et suivre ces IA, c'est le modèle, en fait, le plus résilient il y a des problèmes il y a des trucs plus systémiques à prendre en compte, tu vois. Il y a des gens, il y a un environnement, enfin voilà. Et du coup, tu te poses la question de c'est quoi en fait le futur qu'on veut ? Parce que là, en fait, j'ai l'impression. Moi, j'avoue que ça fait un peu peur ce futur-là. Il y a beaucoup d'applications qui me passent sous le nez et en ayant une petite plateforme sur les réseaux, il y a quand même beaucoup de boîtes qui font beaucoup d'argent sur ce gap d'informations. Et il y en a une, je vais pas la citer, mais que je trouve sans aucun scrupule. Ils se vendent comme le cours particulier des enfants et ils vont voir les parents en disant nous, on va être la boîte qui va rendre votre enfant performant à l'école. Et en fait, ils viennent le soir et ils aident le gosse à faire passer ses devoirs dans la moulinette de ChatGPT, de GPT 3.5 dans leur interface à eux. Et en fait, ils ont juste limité GPT 3.5 à répondre au programme du collège, du lycée des élèves. Et ça lui fout les réponses au textbook de maths, au carnet de problèmes d'anglais, etc. Et du coup, les élèves, ils vont 20, ils comprennent rien, ils rentrent le soir, ils disent quasiment genre maths, page 36, exercice 2, et ils ont la réponse qui tombe, et vu que tout est digitalisé, et eux, ils sont là en mode, nous, on révolutionne l'industrie de l'éducation avec nos outils. Moi, ça, je trouve que ça, c'est flippant. C'est des usages concrets où il y a des humains sans scrupules, je trouve, qui se sont dit, moi, j'ai des infos où j'ai compris comment utiliser un peu plus les IA que la majorité et je vais en profiter. Après, ça, je pense que c'est pareil avec toutes les technos. Il y a dû y avoir pareil avec Internet, il y a dû y avoir pareil avec machin. Mais je trouve que ça teinte la techno de beaucoup trop de noirceur, pas forcément utile, juste pour du profit, quoi. Tu vois, je suis pas sûr qu'avec Internet, tu aies eu exactement la même chose, dans le sens où Internet, en fait, ça a été développé de manière publique et en fait, ça a été mis en libre accès aux gens, mais d'une manière qui était, voilà, vous avez le but, c'est que ça vous permette de communiquer. À la base, c'était pour permettre à des chercheurs d'échanger des recherches. C'était ça. Donc, tu vois, c'était l'objectif, c'était de permettre à des chercheurs d'échanger des recherches et du coup, on a développé ça. On a développé un outil pour répondre à un besoin qui était intéressant, de dire on va partager de la connaissance. Maintenant, si on se dit pourquoi on développe ChatGPT, AgentGPT, etc. C'est quoi la finalité, tu vois ? Ouais, c'est remplacer les humains, qu'on aille tous sur la plage et qu'on écrive des livres pour notre créativité pendant que tout tourne. Mais t'as des gens qui te disent ça, mais ça, c'est un mirage complet. Enfin, je veux dire, ton agent, il va pas te produire de la bouffe. Ton agent, en fait, il va... je veux dire... T'as les pizzerias avec les bras qui mettent tout dans le four. Ouais, mais en fait, il faut que les pizzerias... Enfin, il faut que avant... Il faut que la pâte soit faite, il faut que les tomates soient coupées. Du coup, c'est complètement aberrant, en fait. Et c'est un truc vraiment bizarre, tu vois, de se dire, on balance des outils à des gens qui ne savent pas à nous qui ne savons pas quelle est la finalité. Donc on essaie de leur trouver une finalité. Et tu as des gens en fait qui sont tellement hypés par ce genre de trucs qui vont leur donner 1 million de finalités différentes qui n'ont pas forcément de sens. Ce que tu dis là, ça n'a pas de sens en fait. Mais à plein de niveaux. Et c'est même hyper dangereux
Donc je suis désolé pour cette entreprise, mais je ne sais pas s'ils écouteront ça, mais c'est genre hyper dangereux. Pourquoi ? Parce que y a un effet en fait qui existe en psychologie qui s'appelle l'effet Flynn. L'effet Flynn, donc Flynn en fait, il a étudié comment la mesure du quotient intellectuel qui ne reflète pas l'intelligence, mais la capacité à traiter de l'information dans des problèmes donnés. Donc, tu as des problèmes qui sont spécifiés et tu dois traiter l'information là-dedans. Et donc, il s'est rendu compte, en fait, que si tu prenais la manière dont les gens répondaient aux tests en fait en 1960 et en 1990, et ben en fait les gens en 1960 étaient considérés comme idiots, tu vois, parce que en fait, idiots entre guillemets, ils avaient un QI faible, voilà. Parce que en fait, ils n'avaient pas en fait les capacités de traitement d'information. En fait, elles s'améliorent au fur et à mesure que tu complexifies ton environnement et que tu dois traiter des informations dans un environnement complexe. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est exposé à tellement d'infos, on a conscience de l'entièreté de la planète H24 non-stop en live, alors qu'un gamin de 16 ans aujourd'hui, il a ça, alors qu'un gamin de 16 ans il y a 50 ans, s'il connaissait son village et sa ville, c'était un truc, quoi. À une limite près, c'est que ça s'est arrêté en 1990. C'est-à-dire qu'il a observé ça s'est arrêté en 1990. Et là, aujourd'hui, on est dans un effet anti-Flynn. C'est-à-dire que maintenant, en fait, si tu prends le niveau, le quotient, c'est-à-dire ce quotient intellectuel, je rappelle, la capacité à traiter d'informations sur des tâches spécifiques. Donc, on peut aller chercher, c'est très facile, quotient intellectuel test de quotient intellectuel sur Wikipédia. Ils vous montreront le type de tâche que c'est. Là, en fait, cette capacité est en train de diminuer. C'est-à-dire que le numéro que tu vois à côté du quotient intellectuel est en train de baisser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as commencé à diminuer la nécessité de traiter de l'information en fait, par les gens. En fait, pourquoi je dois connaître la date de Napoléon ? J'étais sur mon tel. C'est ça. Et ça, c'est l'effet Wikipédia aussi. D'ailleurs, celui-là, ça a été documenté. Il y a un article scientifique qui s'appelle Wikipédia Effect. Tu peux l'avoir. En fait, quand tu sais que l'information est quelque part, que tu peux la retrouver, tu ne t'embêtes pas à la retenir. Et du coup, en fait, imagine ça avec l'entreprise que tu as dit. En fait, elles disent aux gamins, on va arriver directement à la finalité sans que vous ayez besoin la nécessité de faire ce traitement d'information, c'est-à-dire d'entraîner et de pratiquer votre cerveau, vos processus cognitifs. Donc, il n'y a pas d'entraînement de la mémoire de travail, etc. C'est un muscle, le cerveau. Ouais. C'est-à-dire, faites rien pendant un an, vous allez voir, après, le moindre truc à apprendre, ça ne va pas être la même, quoi. Donc là, c'est exactement la même chose. Et c'est extrêmement dangereux. En fait, je veux dire, c'est typiquement les parents qui font ça, en fait, ils hypothèquent vraiment crament leur gosse en faisant ça. Ouais, c'est ça. Mais en plus, ce qui est mauvais là-dedans, c'est vraiment qu'ils vendent ça. De toute manière, l'IA sera là demain, donc autant qu'ils apprennent à utiliser dès maintenant. Ouais, mais en fait, ça, je comprends la phrase, mais wow. En fait, ça crame tellement de capacité d'autonomie, en fait, tout bêtement. En fait, je trouve que c'est vraiment l'autonomie qui perd. Mais c'est ça, et c'est pas. Ils apprennent pas à l'utiliser, ils apprennent à se faire remplacer, à se remplacer, tu vois. Ils apprennent à ne plus faire des choses. Et à être des serviteurs, apporteurs d'informations au grand cerveau généraliste qui est leur IA. Alors que tu pourrais apprendre à bien t'en servir, tu vois, et te dire, en fait, on va s'en servir pour faire une première approche sur un truc, et après, en fait, je vais aller, moi, travailler l'ensemble des sujets qui me sont rapportés. Ça peut être intéressant. Il y a des réflexions, en fait, qui sont tu peux réfléchir à quelle est l'utilité qu'on en veut. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a tout ça. Et en fait, selon le chemin qu'on va prendre là, c'est ça qui va déterminer en fait ce qui va se passer en 2028. Donc ma prédiction, c'est, tu vois, si je devais faire une prédiction, je dis dichotomique. Et on finira là-dessus. Donc je t'écoute. Si on part sur le côté la boîte qui enseigne aux gamins à comment faire leur boulot à la place de GPT, en fait, tu vas te retrouver avec une population complètement atrophiée, quoi. Et du coup, qui va être complètement apathique à tout ce qui se passe. Mais c'est hyper dangereux à un niveau. Imaginez, en fait, si on n'a plus de capacité de penser, en fait, la politique, nos relations sociales, le futur. Plus de jugement, en fait. Voilà, et de suivre, en fait, ce qui est un algorithme. Et la question, ce sera qui a dit, en fait, ce que l'algorithme devait faire, qui avait donné l'objectif. Et du coup, si je lui dis, mon objectif, c'est qu'on fasse un maximum de fric, ou que mon objectif c'est on protège l'environnement, ou que mon objectif c'est on soit tous égaux. Un mec qui aura les curseurs du monde et qui aura les gens qui vont faire en fonction. Et voilà, et tu suis.
l'autre côté, c'est on se dit on va commencer à réfléchir ça. Nous en Europe, on a cette position-là, on a ce luxe-là de se dire on peut mettre en fait ces outils en fait de côté. Tu vois, l'Italie en fait se sont dit on va mettre ça de côté. Est-ce que c'est la bonne chose à faire de complètement bloquer, etc. Enfin, tu mets un VPN, c'est fini. Mais l'idée, c'est en fait le principe de base de se dire on va essayer de réfléchir avant de faire les trucs, c'est peut-être le luxe qu'on a en Europe qu'on peut faire, tu vois. Et ce serait vraiment cool qu'on se dise, nous, en fait, la manière dont on va s'approcher de l'IA, c'est en se posant des questions de qu'est-ce qu'on veut en faire avant de juste je prends un marteau et je tape sur tout ce qui passe, quoi. Ouais. Trop cool. C'est super, super agréable. J'aimerais beaucoup continuer à échanger, même pour la suite et tout ça. Merci beaucoup à toi d'être passé. Ça devait être 50 minutes, 1 heure d'échange bien boosté. On a parlé de beaucoup de choses. Donc, je te remercie beaucoup pour ce 2e épisode de Almost Human. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode numéro 3 où on accueillera Olivier Martinez, qui est consultant dans l'IA. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à plus.